Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va par cette canicule, j'ai la chance d'avoir un endroit qui reste plutôt frais pour pouvoir vous faire les vidéos et les tirages sur Instagram. Donc je suis contente, j'espère que vous de votre côté vous supportez bien la chaleur. Alors on est parti aujourd'hui pour une présentation d'un jeu qui n'est pas tout récent. Il me semble qu'il est sorti il y a plusieurs années. Et à l'époque, je n'avais pas eu le coup de foudre, puisqu'il s'agit d'un tarot de Marseille. Et comme vous commencez à le savoir, le tarot de Marseille et moi, on est plutôt fâchés. Mais voilà, j'ai trouvé un tarot qui me plaisait bien, donc dans une petite boutique que je vous avais présentée il y a quelques temps sur Instagram. Et donc ça faisait partie des jeux que je m'étais procuré. Et voilà, donc qui me réconcilie un petit peu avec le tarot de Marseille. Donc on part sur un coffret grand format qui n'est pas extrêmement épais. Voilà, on a un petit résumé derrière. Alors, on va lire le petit résumé. Donc, ce coffret renferme une vision riche et très originale du tarot de Marseille. Collecté dans ses origines à sa source la plus ancienne, ce tarot abonde d'indications sur la société médiévale française. Enrichi de détails puisés à la racine des arcanes, il conduit l'amateur au cœur de la société du XVe siècle, l'éclairant sur les croyances, les rites et les personnages de l'époque. Mathieu acquiert donc signe ici une collection d'illustrations d'une rare qualité, renvoyant à l'iconographie religieuse la plus ancienne. Justine Ternel s'est quant à elle longuement documentée afin de recouper les différents indices qu'ont laissé le passé et les premiers jeux de tarot. Donc vous allez voir que c'est un jeu avec des illustrations un peu austères qui reflètent bien la période du Moyen-Âge, hein, parce que bon, c'était pas... On va dire que c'était pas la période des joyeux lurons et il y avait de quoi. Donc voilà, mais c'est une ambiance qui me fait penser un petit peu à du Patrick Valenza. C'est pas tout à fait pareil, hein, parce que ce que fait Patrick Valenza est unique, mais au niveau de l'ambiance et du style, je trouve que c'est un jeu qui pourrait parfaitement aller avec cette collection. Voilà, donc on a vraiment un coffret de qualité. Bon, le seul inconvénient, comme d'habitude, c'est qu'on a un coffret plus grand que les cartes, mais cette fois au moins on a un pochon qui est fourni. Je n'ai pas eu besoin d'en rajouter, donc ça c'est super. En plus, il est de très bonne qualité, donc et il va bien avec le jeu. Et oui, voilà, c'était le gros défaut, c'est que j'ai été obligée de mettre le livre à part. Je viens de m'en souvenir, alors je vais aller vous le chercher. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, je l'ai juste ici. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Donc on a un livre qui se présente comme ceci et il me semble que j'avais été obligée de le retirer parce que je crois qu'il a du mal à sortir de sa boîte. Ah non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'en fait ça m'empêchait de mettre le tarot dans son pochon, puisque vous voyez que le coffret n'est pas extrêmement épais. Et en fait, on a le choix entre mettre le livret et poser le jeu de cartes comme ceci dans la boîte, ou alors mettre le jeu de cartes en intégralité dans le pochon et dans la boîte, mais l'épaisseur n'est pas assez importante pour pouvoir rajouter le livret. Donc moi j'avais choisi du coup de mettre le livret à part. Alors cette fois on va commencer par le petit livret, donc qui se présente comme ceci. Donc page 7, on va avoir une courte introduction. Voilà. Ensuite, on va avoir les arcanes majeures. Voilà, avec un petit texte de présentation et d'explication. Et puis, les arcanes mineures. Donc, les illustrations sont pleine page, ce qui est agréable pour pouvoir décoder les cartes. Et je regarde si on a des exemples de tirage, je ne suis plus sûre.
Non, il n'y a pas d'exemple de tirage. Donc c'est un livret qui est assez succinct. Après, c'est à vous de, voilà, de construire vos propres tirages d'après d'autres ouvrages ou tout simplement de les faire vous-même sur mesure par rapport à vos besoins. Donc on a des très grandes cartes qui peuvent se lire envers, endroit sans problème. Des cartes donc là pour le coup glacées, hein, très brillantes et glissantes. On a une tranche dorée qui pour le coup va très bien avec le style. Noir ça aurait pu aller aussi, mais ça aurait peut-être donné un côté vraiment trop austère pour certaines personnes. Là c'est vrai que le doré illumine un petit peu le tout. Alors il n'est plus dans l'ordre puisque je l'ai utilisé. Donc les mineurs se présentent comme ceci, hein. On reste dans le tarot de Marseille. Mais voilà, c'est un jeu qui reste quand même agréable et plus joli que son original avec ses couleurs criardes. Enfin, moi, je préfère en tout cas celui-ci qui m'abîme pas les yeux. Surtout pour l'étude, les cartes sont grandes, donc c'est vraiment agréable. C'est plus un format oracle qu'un format tarot, hein. Là, si je prends un tarot classique, par exemple, si je prends le tarot de la clé picturale, par exemple, qui est d'un format standard, voilà, on voit la différence. Donc si vous voulez un jeu de Marseille pour pouvoir vraiment, comme moi, hein, pour pouvoir vous l'approprier et l'étudier parce que justement vous avez un peu de mal avec, c'est vrai qu'un jeu comme ça, c'est quand même déjà mieux. Donc on a quand même voilà, des symboles qui nous mettent sur la voie des significations. Donc on reconnaît quand même les familles d'arcanes, hein. Donc là on voit bien que ce sont les épées. Ça c'était ce que j'avais du mal à reconnaître au départ dans le Marseille, c'est que je confondais souvent les bâtons et les épées. Et ça me posait problème. Je trouvais que c'était pas forcément intuitif. Dans celui-là au moins, c'est beaucoup plus clair. Le valet d'épée, donc évidemment tous les personnages ont un petit air austère et tristoun, pardon. Ça fait partie de l'iconographie, hein. C'est le jeu qui veut ça, c'est le style. Donc là on a vraiment des illustrations dont on a l'impression qu'elles sont tout droit venues dans l'huminure médiévale. Cet as d'épée, je le trouve vraiment superbe. Le cavalier d'épée. Avec un cheval qui a un air un peu fou, qui donne pas tellement envie d'être dessus parce qu'on a l'impression qu'il peut nous renverser à tout bout de champ. Le roi de denier. La reine de denier. Qui est un peu chauve, qui a le qui a le début de la chevelure qui commence un peu loin parce qu'il me semble qu'à l'époque c'était à la mode justement. Elle se rasait même le front pour pouvoir repousser leur implantation de cheveux parce que c'était un critère esthétique. Un cavalier de denier a l'air un peu triste. Un valet de denier qui a l'air de se demander ce qu'il va faire de ses deniers. Hop, on va essayer de ne pas bousculer la caméra. Donc bon, on va pas se mentir, hein, le tarot de Marseille est un jeu qui reste malgré tout plus hermétique quand on le compare à son confrère le Rider-Waite, hein, qui forcément tout de suite, comme il est illustré et très illustré, on est tout de suite sur la voie quant aux significations, c'est tout de suite intuitif. Celui-ci l'est beaucoup moins, même dans ce format, hein, c'est... Dans ma vision, moi, en tout cas pour moi, le Marseille, pour l'instant, c'est plus de l'étude. Maintenant, je ne nie pas qu'il a un intérêt certain
aussi pour tirer les cartes, hein, évidemment, c'est tout l'intérêt de l'étudier, mais il n'est pas facile d'accès, en tout cas pour moi. Je trouve, enfin pour moi qui ai dû apprendre toute seule en plus, hein, qui n'ai pas été initiée ni quoi que ce soit, il a tout de suite quelque chose de plus hermétique et puis de scolaire du coup dans l'apprentissage. Et moi, les apprentissages scolaires, c'est pas tellement adapté pour moi. J'aime bien la liberté que procure le Rider-Waite et les oracles. Et donc c'est vrai que celui-ci est peut-être aussi moins adapté à ma personnalité. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir celui-là, dont les illustrations me parlent bien et qui ne me parlaient pas du tout il y a quelques années. Donc là, on voit bien la différence entre ces deux coupes. Là, celle-ci, tout semble un peu vide et stérile, hein. On a juste une petite fleur qui peine à s'épanouir. Et là, avec celui-ci, on a les branchages, on a tout qui prend forme et tout qui semble relié. Alors que là, les coupes ne sont pas reliées entre elles. Là, on a l'impression que quelque part, les branchages les relient, qu'elles sont liées entre elles. Donc là, vous voyez, selon le sens dans la carte, dans lequel la carte sort, un coup, on va avoir ce feuillage en haut, et l'autre, ça va être celui-ci qui est différent, donc ça a forcément son importance. Importance que je ne connais pas pour l'instant, hein, je vous le dis franchement, puisque c'est un tarot que je n'utilise que très peu, le Marseille, uniquement quand j'ai besoin d'étudier et puis d'essayer de m'entraîner avec, hein. Ou alors j'utilise des tarots qui utilisent la numérotation du Marseille, mais qui sont illustrés comme le Rider-Waite. Mais bon, on voit bien qu'en tout cas, déjà, il y a des différences notables entre les cartes. Donc on se doute bien que ça a un impact sur la signification. Là, on a la grandeur des coupes aussi qui change dans celui-ci. Là, on a les racines. Donc évidemment, ça aura un sens différent selon si elle se trouve en haut ou en bas. Pour ceux qui utilisent l'envers et l'endroit comme moi. Alors, les arcanes majeures, le battleur, la papesse qui n'a pas l'air extrêmement intéressée par ce qu'il y a dans son bouquin, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux et le chariot. On se demande comment le chariot peut se déplacer quand on voit la taille et comme il a l'air massif par rapport à la carrure des chevaux. Ben, des chevaux qui ont des têtes de chien d'ailleurs un petit peu. La justice. L'ermite. Je trouve qu'elle a quelque chose cette carte, j'aime bien. La roue de la fortune. La force. Le pendu. L'arcane sans nom. Ah, qui n'est pas très rassurante, hein. C'est vrai que là, le style des illustrations ajoute au côté un peu austère. On notera quand même les plantes qui ont réussi à pousser. Ce qui nous rappelle que même lorsqu'on croit qu'il n'y a plus rien,
Quelque chose peut repousser par-dessus. La vie continue. La tempérance. Le diable. Intéressante aussi celle-ci. La maison Dieu. Là sur celui-ci, on se dit que on l'a mis au niveau de la maison Dieu. Il n'y a pas grand-chose qui se casse la margoulette au final. Les personnages n'ont pas l'air de tomber de très haut, donc on se dit qu'ils n'ont pas dû se faire très mal. Et puis là, si on regarde bien, c'est même pas une vraie explosion. Il y a vraiment que le petit bout de chapiteau qui est parti en l'air. C'est pas une carte finalement qui fait très peur, malgré le côté austère du jeu. Celle-ci, je trouve que dans celui-ci, la maison Dieu n'est pas très négative au premier coup d'œil. D'ailleurs, c'est pas une carte forcément négative, hein. Mais dans ce jeu, je trouve qu'on le voit bien. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Le mat. Mais je crois que c'est le personnage qui a l'air le plus joyeux entre guillemets dans le jeu. Alors on repasse au mineur avec le roi de bâton, la reine de bâton, le cavalier de bâton, le valet de bâton. On continue dans les bâtons. Donc là vous voyez il y a un feuillage, là il n'y en a plus. Donc si comme moi vous débutez avec le Marseille et que comme moi au début vous aviez tendance à vous emmêler les pinceaux sur le coup en voyant les bâtons et les épées, il y a juste une chose à se rappeler en fait, c'est que les épées sont courbes. Voilà, vous voyez. Alors que au niveau des bâtons, ce sera toujours droit. Et moi, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose dont je ne me rappelais jamais. Et en fait, ben, c'est tout simple, hein. Là, la différence, on la voit. Même quand il n'y a pas l'épée, vous voyez bien que le bâton, ça restera des bâtons tout droits. Ça ne pourra pas être courbe, comme dans la nature finalement, hein. Enfin, c'est peut-être un mauvais exemple, ça dépend des plantes. Mais voilà, tu me dirais, il n'y a pas d'épée courbe non plus, mais c'est pour représenter la suite des épées. Après, les épées, quand il y en a une, sont droites. Je suis en train de m'emmêler dans mes explications, mais voilà. Si vous voulez reconnaître, faire la différence entre les deux, voilà, les bâtons seront toujours droits. Et quand c'est courbe, c'est que c'est forcément la suite des épées. Voilà, ben j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Un jeu qui reste intéressant, même si je pense qu'il ne me servira pas énormément pour faire de tirage pour l'instant, étant donné que je connais encore mal le Marseille, hein, tant que je n'aurais pas réussi à me l'approprier. Évidemment, je ne ferai pas de tirage, ou très peu, mais je ne désespère pas que ça arrive un jour. Et j'espère vous avoir donné envie malgré tout d'acquérir ce type de jeu bah déjà pour s'il y a des fans de Marseille, hein, parce qu'il y en a heureusement. Et puis pour ceux qui comme moi auront envie d'en faire un défi en se disant un jour j'arriverai à le maîtriser et puis à l'aimer, voilà. C'est une proposition comme une autre pour pouvoir s'approprier ce jeu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine présentation. Je ne sais pas encore ce que ce sera. J'ai une petite idée, mais si je reçois autre chose entre-temps, on ne sait jamais. Voilà, peut-être que ça changera. Et voilà, bonne fin de journée à vous.